mais qui était, on l'appelle guerre froide parce qu'elle était sous couverte. Plusieurs nations continuent encore à être en confrontation. Et cette guerre a pris fin en 1991. Et c'est vraiment à la fin de la guerre froide qu'un homme qui s'appelle George W. Bush, n'est-ce pas, a eu à relâcher cette phrase qui a été une des premières, peut-être la première, venant d'un homme aussi important, concernant le concept du nouvel ordre mondial. Qu'avait-il dit? On dit cette expression a été popularisée par le président américain George H.W. Bush dans les années 1990 pour décrire une politique étrangère fondée sur le respect du droit international, la promotion de la paix et de la démocratie. Maintenant, voici ce qu'il disait, maintenant, nous voyons apparaître un nouveau monde, un monde dans lequel nous avons de grandes chances de voir émerger un nouvel ordre mondial. Un monde où les Nations Unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la vision historique de leur fondateur. Amen. On peut avancer. Lorsqu'on va un peu plus en profondeur, on réalise que sur les billets de dollars américains se trouvent ces inscriptions. Les billets ont toujours des symboles attachés aux nations qui les représentent. Le nouvel ordre mondial fait référence, fait référence à un ordre mondial polarisé autour d'une seule puissance, les Nations Unies, ou à une gouvernance mondiale plus collaborative. L'expression Novus Ordo Seclorum est inscrite sur le grand sceau des États-Unis depuis 1782, donc bien avant même cela, ce qui signifie nouvel ordre du monde ou nouvel ordre des siècles. Ok? Quand on parle de novus, on parle de nouveau. Ordo, on parle de ordre. Seclorum veut dire séculier ou bien veut dire monde. Amen. Et depuis 1782, ces inscrits étaient déjà sur les billets américains. Les billets de dollars américains. Quelqu'un me dit avec moi, nouvel ordre mondial. Donc, il y a ces paroles, il y a la pyramide séparée au niveau du dessus avec un œil d'où jaillit la lumière. Ça, ceci est un autre sujet, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ça se retrouve sur les billets du dollar américain. Amen. Alors, en ce temps-là déjà, lorsque le président Bush parlait du nouvel ordre mondial, les nations ont beaucoup plus attaché ses propos à de l'impérialisme américain. Ils savaient que les États-Unis avaient pris la décision de pouvoir être au sommet du monde, que ce soit par leur démographie, par leur armée, par leur politique internationale. Vous savez, avec moi, il y a plus de militaires américains hors des frontières qu'à l'intérieur des frontières. Vous le savez? Ils sont déployés partout, les bases américaines sont énormes. Le budget de l'armée américaine est incroyable. Leurs ambassades, comme la Russie disait, la Russie même parlait de l'autoritarisme américain en faisant la comparaison entre le déploiement de ses ambassades et le déploiement des ambassades des États-Unis. J'ai vécu au Burundi 3 ans dans ma vie et il fallait voir l'ambassade du Congo au Burundi, du Nigeria au Burundi, de la Belgique au Burundi et l'ambassade des États-Unis au Burundi. C'est énorme. C'est un bunker, c'est énorme. Dans les États-Unis, depuis déjà l'époque, avaient cette pensée-là de dominer le monde par leur langue, par leur culture. Vous savez, dans le domaine des langues, il y a même des langues qu'on appelle des langues coloniales, n'est-ce pas? Il y a des langues qui dominent d'autres langues. Dans certains bureaux, on vous dira, malgré le français que l'on parle, à un certain niveau de leadership, vous ne pouvez pas parler uniquement que le français. Vous devez connaître aussi de l'anglais. Dis à ton voisin, il est temps que tu comprennes l'anglais. Je disais à un pasteur, Dieu parle en anglais en ces temps de la fin. Il y a des livres, quand tu lis en français, tu ne comprends pas. Quand tu lis en anglais, des livres en anglais, tu vas te dire, waouh, le nombre d'informations qui s'y retrouvent, c'est juste extraordinaire. Mais c'est aussi l'imaginaire collectif parce que ce sont eux qui ont créé cette tendance. Et ils ont utilisé notamment les médias pour nous faire croire à n'importe quoi. Lorsqu'il y a eu la guerre avec le Vietnam, ils ont tourné des films autour de ça. Portée disparue avec Chuck Norris. Ils ont tourné Predator. Même s'il y a un alien qui vient quelque part, mais le soldat américain, même si tous meurent, il y a toujours un qui sera suffisamment éveillé pour tuer un être qui vient d'une autre dimension. Quand on parle de Rocky Balboa, on montre les Américains contre Américains. Après, on parle d'Américains contre un Russe. Puisqu'à l'époque, là, puisqu'il y avait la guerre pour la domination spatiale, autant les Américains le faisaient encore. Plusieurs personnes disent que c'était faux.
l'histoire de la marche sur la Lune. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, dans cette période-là où la Russie, après la chute de l'Union soviétique, la Russie et l'Amérique étaient en train de faire le bras de fer, ils nous ont lancé Rocky Balboa, où on voit l'Américain, malgré qu'on l'a cogné, malgré qu'il est fatigué, il a les côtes cassées, l'Américain reste l'Américain. Et quand moi j'habite pas loin de la Défense, quand je dois aller au mall de la Défense, il y a des escaliers que j'appelle les escaliers de Rocky Balboa. Parce que c'est tellement long, il faut courir, hein, Rocky Balboa. Quand il court là, et puis il arrive au sommet, il saute comme ça. Voilà, et on le voit là en train de se battre. Mais il y a tout à la fin, c'est toujours l'Américain qui va gagner. On va parler de quel film encore? Rambo. Peu importe combien vous êtes nombreux, il y a toujours un Américain qui est pris de patriotisme, qui s'élèvera pour sauver sa fille, pour sauver la nation. Le temps me manquerait de vous parler de 24 heures chrono, où même quand il parle des flics pourris, il y a toujours un qui sera prêt à sacrifier sa vie pour la nation. Donc les Américains ont utilisé les médias, nous on a consommé, on a aimé, on a parlé de films, à l'époque on avait les cassettes vidéo, vous vous rappelez encore? Avec les bandes là qui s'attachaient des fois à l'intérieur là. Mais tout ça c'était une manière pour eux d'imposer un nouvel ordre mondial où c'est le roi dollar qui va régner, où c'est eux qui seront au sommet de toutes les structures géopolitiques du monde. Mais aujourd'hui les choses changent. Le BRICS s'est élevé. Le Moyen-Orient s'élève aujourd'hui. Les Émirats sont en train de dominer. L'Amérique n'est plus celle qu'elle était autrefois. Donald Trump, tout ce qu'il fait, c'est pour redorer Make America Great Again. Why again? Parce que ce n'est plus le cas. Même s'ils ferment leurs frontières, ils pensent que c'est encore notre rêve d'aller aux États-Unis. Mais bien sûr que non. Il y a plusieurs coins dans le monde. Singapour, Dubaï, il y a beaucoup de coins. Qatar, il y a des coins extraordinaires où tu peux travailler, t'installer avec ta famille sans avoir même le rêve d'aller aux États-Unis. Moi, je ne rêve pas d'aller en Amérique. Donc, l'Amérique, là, aller aux États-Unis. Je ne rêve même pas de ça. Même pas. Moi, j'aime Paris. Il y a ton voisin ici, c'est Paris. Donc, lorsque Bush parlait de nouvel ordre mondial, tout le monde savait qu'il parlait de ce qu'eux voulaient imposer comme le ordre mondial. C'est vrai que par extension, on parle d'un système qui devrait être établi où les nations travailleront ensemble au-delà même de ce que les Nations Unies ont eu à être depuis 1945. Et c'est étrange de voir qu'au nouvel ordre mondial, sur le biais américain, se retrouve avec toute cette symbolique. On peut parler d'économique, de financier, de séculier, de monétaire, mais vous savez avec moi que le monde spirituel domine le monde naturel. Et le monde spirituel se manifeste sur la terre aussi par des symboles. Et tout ce qui est ici n'est pas hasardeux. Pourquoi une pyramide? Pourquoi en France autant de pyramides? Pourquoi l'œil sur la pyramide? Je ne vais pas entrer dans le cadre des complotistes avec les tonnes de vidéos qu'il y a sur YouTube. Mais il y a des choses qui sont claires et nettes. Le monde dans lequel on vit n'est pas qu'un monde politique, n'est pas qu'un monde économique. C'est aussi un monde spirituel qui influence le monde naturel. Dis à ton voisin, le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut avancer? Avancez avec moi s'il vous plaît. Pour aller plus loin, le José Manuel Barroso, qui était à la tête de l'Union européenne, de la Commission européenne, disait en son temps: aujourd'hui l'Europe peut proposer les principes et les règles qui modèleront un nouvel ordre mondial. Pas européen, mais mondial. Et il savait que l'Europe a une grande part à jouer autour de cela. La menace d'une crise environnementale est la clé du désastre international pour débloquer le nouvel ordre mondial. Mikhail Gorbatchev, que vous connaissez, ancien président russe. Nicolas Sarkozy, ancien président français, disait: c'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien, je l'entends parler avec son bon ton et sa voix pesante, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Nicolas Sarkozy. Charles de Gaulle le disait beaucoup plus tôt: le gouvernement mondial est le rêve de tout homme sensé. Le gouvernement mondial. Au-delà d'être un concept étatique, organisation des États, un rêve de certains leaders politiques,
des phrases, une expression qu'on retrouve dans des citations des grands hommes politiques de notre ère, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous fait comprendre clairement que ce concept n'est pas un concept de notre civilisation. Ce concept ou cette expression tire sa source depuis le premier livre de la Bible. Déjà, le livre de Genèse est le livre des origines. L'origine de la création, l'origine de l'homme, l'origine de la famille, l'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine de la naissance, n'est-ce pas? L'origine de la nation d'Israël, l'origine des hégémonies impériales, n'est-ce pas? L'origine même aussi de ce nouvel ordre mondial. Et cela, on le voit dans Genèse chapitre 11. Amen, amen. Et c'est ainsi que j'aimerais vous parler, donnez-moi le titre, vous parlez de la tour de Babel. Je vous parle ici de Nimrod, Babylone et la tour de Babel. 2 points, le premier gouvernement mondial. On peut avancer et lire le texte, s'il vous plaît. Genèse 11, versets 1 à 9. Pasteur Emmanuel, s'il vous plaît. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient... Une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus leur langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On acclame très très fort, ça c'est extraordinaire.